Éveiller les consciences. Stimuler l'action pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale. Animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Alors pour ne rien manquer à notre actualité, suivez la page Expérientielle sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Julien Biot est une référence dans le tourisme responsable. Auteur d'un rapport du Conseil national du tourisme sur l'éthique en 2001, dans le prolongement de l'adoption du Code mondial d'éthique du tourisme par l'Organisation mondiale du tourisme en 1999. Il a été aussi coordinateur de l'Association pour le tourisme équitable et solidaire de 2008 à 2013 et également co-organisé la Journée mondiale pour un tourisme responsable de 2008 à 2015. Bref, vous avez compris, Julien est un puits de connaissances et d'expériences sur le sujet du tourisme responsable. Aujourd'hui, il est le directeur d'ATR, Agir pour un tourisme responsable, mais c'est dans son rôle de secrétaire de l'Association des acteurs du tourisme durable qu'il va nous parler des prochaines universités du tourisme durable au Havre du 28 au 29 septembre avec un programme de qualité. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir Julien Biot pour un tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Julien, merci de prendre le temps de partager un moment avec moi. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi François, merci pour l'invitation. Oui, je vois que tous les deux nous sommes en plein air. Toi tu es en Normandie, moi je suis dans le Var et on profite de la fin de cet été. Exactement, écoute, il fait beau plusieurs fois par jour comme on dit en Normandie, mais pour le moment il n'a pas encore plu. C'est plutôt le soleil au rendez-vous. Bien. Écoute, moi je te connais un peu parce qu'on a eu la chance de pouvoir échanger plusieurs fois ensemble. Mais peut-être que pour l'audience, tout le monde ne connaît pas Julien Biot et de savoir ce que tu fais. Donc moi, je viens d'avoir 40 ans. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, y compris quand j'étais enfant. Et puis quand il a fallu que je me choisisse un métier, j'ai décidé de me consacrer au tourisme. Alors je suis tombé dans la marmite, j'étais étudiant en sciences politiques et je suis tombé dans la marmite au ministère du tourisme à l'époque où il y avait un ministère avec une administration centrale en charge du tourisme. Et on m'avait confié la mission de monter une étude. On parlait déjà d'éthique, on ne parlait pas encore beaucoup de tourisme durable, on parlait d'éthique du tourisme. Il y avait eu un code mondial d'éthique du tourisme qui avait été adopté sur l'impulsion, entre autres, de la France par l'Organisation mondiale du tourisme. Mais on m'avait demandé, au-delà de ces grandes déclarations, de ces grands textes, concrètement, sur le terrain, qui fait quoi, qui innove, qui essaye de décliner de manière opérationnelle cette belle idée d'une éthique dans le tourisme. Et puis, je me suis pris de passion pour les acteurs qui, à l'époque, tentaient d'optimiser l'impact de leurs activités, que ce soit des tours opérateurs, déjà à l'époque. ATR n'existait pas, j'en parlerai dans quelques instants, mais des gens comme Christophe Le Servoisier, le fondateur d'Atalante, de la charte éthique du voyageur, des gens comme ECPAT,
qui était soutenu par Air France, qui luttait contre l'exploitation sexuelle dans le tourisme. Des gens comme Dora Valaillé de Transverse, qui était une ONG critique sur les dérives du tourisme international. Enfin, voilà, tout un écosystème que j'ai eu la chance de rencontrer. Je faisais presque un boulot de journaliste. Je voulais être journaliste d'ailleurs à l'époque. Et puis finalement, je me suis pris de passion pour cet univers et j'ai pu décrocher. Voilà, ça fait 20 ans que je travaille pour eux. C'était exactement les Assises nationales du tourisme. C'était exactement en octobre 2001. Juste après les attentats du 11 septembre. Donc le tourisme était déjà à l'époque sinistré, c'était pas la pandémie, c'était les attentats. Et puis voilà, depuis 20 ans, j'ai navigué dans différentes institutions, publiques, privées. Je me suis spécialisé dans une fonction finalement qui est assez importante quand on parle de tourisme durable, c'est l'animation de réseau, parce que finalement le tourisme durable, on peut pas le faire de chacun de son côté. On doit se confronter aux autres, on doit associer toutes les parties prenantes. Et finalement, je me suis aperçu que c'est une fonction essentielle pour que le tourisme soit durable. C'est peut-être casser des fois les codes entre les grands acteurs, les petits acteurs, les acteurs publics, les acteurs privés. Voilà, je me suis fait une spécialité de mettre autour de la table ces gens qui parfois sont en fait réconciliables et ont tous intérêt à ce que le tourisme soit durable, en adoptant des modes de production, de consommation qui soient plus vertueux. Et donc, je peux en tisser deux mots. Donc, le Conseil national du tourisme, ensuite une expérience en Normandie, auprès de la région. Ensuite auprès de Cités Unies France, puis une de mes grandes expériences professionnelles, ça a été l'ATES, l'association pour le tourisme équitable et solidaire, avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans, et puis depuis 7 ans, Agir pour un tourisme responsable, qui est donc un réseau et un label pionnier de tour opérateurs engagés dans le développement durable. Aujourd'hui, les audits sont réalisés par EcoCert Environnement. Moi, j'anime cette belle communauté de dirigeants d'entreprises de voyage. Voilà. Et puis en parallèle, j'ai toujours voulu diversifier mes activités. Et depuis 6 ans également, je suis secrétaire d'une association qui s'appelle ATD. Donc les sigles, les termes sont très proches, mais c'est quand même assez différent. Donc ATR, c'est le réseau de tour opérateurs, et le label associé. Alors que ATD, donc ça signifie acteur du tourisme durable, c'est un réseau interprofessionnel auquel adhère ATR, mais qui regroupe tout l'écosystème du tourisme durable en France, en tout cas une bonne partie. Ça a été un réseau qui a été créé par des journalistes au départ, qui ne comprenaient pas justement qu'il y ait autant de diversité et que les gens ne se passent pas la balle pour marquer des buts alors qu'ils tiraient dans le même camp. Et donc ATD, voilà, aujourd'hui regroupe à la fois des bureaux d'études, des tour opérateurs, des collectivités locales, des médias, des écoles. Et j'en suis l'heureux secrétaire depuis 6 ans. Très bien, très bien. Dis-moi, le ministère du Tourisme, il a duré combien de temps ? Bonne question. Il était rattaché à l'époque au ministère de l'Équipement. C'était le gouvernement Jospin à l'époque quand j'y étais. Et puis ensuite, il a parfois été ministère délégué, parfois secrétariat d'État. Mais l'administration en charge du tourisme, elle a été très vite décentralisée, déconcentrée. Plus décentralisé que déconcentré d'ailleurs, parce que même à une époque, il y avait dans les préfectures des représentants de l'État en charge du tourisme. Aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment. Et donc aujourd'hui, ce sont principalement les régions, les départements, les offices du tourisme intercommunaux qui pilotent, et c'est plutôt une bonne chose, la politique du tourisme. Je pense quand même qu'on a été un peu loin dans la décentralisation. Donc on a toujours aujourd'hui des services au Quai d'Orsay et à Bercy qui sont en charge de la politique de la France en matière de tourisme, mais voilà, ils ont plus autant de moyens qu'ils ont pu avoir il y a 20 ans. Ouais. Et puis quand même, j'y tiens, il y a 20 ans, il y avait une prétention à travailler la question du comportement des voyageurs à l'étranger. Aujourd'hui, la politique, elle est monoculture, c'est-à-dire quid des touristes étrangers qui viennent en France. Mais c'est un peu une politique avec des œillères, parce qu'on a trop peu considéré les Français en France, qui est quand même le premier marché, et puis on a trop peu considéré l'importance du comportement de nos voyageurs à l'autre bout du monde. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il y a 20 ans, on réfléchissait sur ces deux sujets, le tourisme domestique et puis le tourisme international des Français vers l'étranger. Ça m'emmène à la question suivante. C'est durant l'été, donc il y a eu le fameux rapport GIEC, une partie du rapport GIEC qui est sortie. Qu'est-ce que ça a révélé chez toi ? Ça t'inspire quoi ? Toujours beaucoup de tristesse, d'émotion et d'envie d'agir. Moi, ce sujet, je l'ai découvert, c'est marrant, en 2005. Ça faisait déjà quelques années que je naviguais, mais le changement climatique, j'en avais pas beaucoup entendu parler jusqu'en 2005, et une conférence à Paris avec le groupe Accor qui m'a éclairé là-dessus. On parlait déjà de compensation carbone,
Et puis depuis 2005, j'ai plus décroché jusqu'à assez récemment. Alors il y a eu la COP 21 dans laquelle je me suis impliqué avec ATR, hein, pour montrer que le voyage, même à l'autre bout du monde, il pouvait avoir des vertus. Et il n'était pas aussi climaticide que certains peuvent le prétendre. Et puis, il y a quelques mois, je me suis formé à la fresque du climat. De plus en plus de professionnels du tourisme entendent parler. Je pense que c'est une étape importante. Moi, j'avais l'impression de bien connaître le phénomène du changement climatique, mais ça m'a fait du bien de me plonger pendant 3 heures avec des animateurs spécialisés pour comprendre en fait ces fameux rapports du GIEC, ces fameux travaux des scientifiques qui nous éclairent sur ce qu'est ce phénomène de changement climatique et qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce changement soit le moins profond possible. Dans les entreprises, à l'école, imagine la fresque du climat obligatoire pour tout le monde. Eh ben, vraiment aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, les écoles Sciences Po, y compris parfois dans certains BTS, et parfois l'école primaire, la fresque du climat est déclinée. L'objectif, c'est qu'il y ait au moins 1 million d'usagers. Alors, je ne sais plus quel est l'horizon, mais l'association de la fresque du climat se donne cet horizon d'avoir au moins 1 million de Français formés au changement climatique, avoir passé 3 heures pour comprendre en détail ce que le GIEC nous dit depuis déjà de nombreuses années. Alors, ce qui m'a quand même inquiété pour répondre à ta question, c'est que les scénarios les plus sombres proposés par le GIEC il y a encore quelques années en matière notamment de submersion et de risque d'inondation par la côte, est accéléré en fait. On n'imaginait pas que ça puisse être aussi important, la montée de l'eau de la mer à l'horizon 2050-2100. Et voilà, c'est aussi une des innovations de ce nouveau rapport 2021 du GIEC. Il y avait quelques sources qui avaient fuité au mois de juin, mais c'est quand même très très inquiétant le destin qui nous est dessiné dans ce rapport, notamment pour ceux qui vivent sur le littoral, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et les impacts que ça aura sur l'humain, sur la biodiversité et sur l'économie, ça peut être quelque chose d'absolument dramatique. Je me souviens quand Yann Arthus Bertrand avait sorti son film Legacy, il avait fait une comparaison par rapport à l'augmentation de la température de 2 degrés. Et il avait utilisé une métaphore que j'avais trouvée très pertinente. Il avait dit, vous savez, le corps humain, c'est 37 degrés. Si on rajoute 2 degrés au corps humain, on a de la température, on est fiévreux. Et si on y rajoute 2 degrés de plus, on est proche de la mort. Et donc, quand on dit que 4 degrés, c'est pas grand-chose, eh bien, en réalité, sur notre corps, sur notre température, sur la température de tout ce qui est vivant, du vivant, et ça a un impact dramatique, quoi. Toi, à ton avis, quelle action on a besoin de faire là? Est-ce qu'on continue à discuter, à se dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ou on tape dans la balle et puis on commence à retrousser les manches et il faut y aller? Non, mais ça fait déjà en fait des années qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se retroussent les manches. Après, oui, ils sont une minorité active et il faut qu'elle devienne majorité. Dans notre univers du tourisme, nous, avec ATD, ATR, on clame cette urgence climatique. C'est vrai que je commence à m'impatienter. J'adore. On n'a jamais eu autant de monde dans nos réseaux et c'est plutôt une très bonne chose, mais il faudrait que tout le monde y soit à ce rendez-vous-là. Voilà, faudrait pas que ça soit une niche, faudrait que ça soit une norme. C'est ça. Hein? Bon, on a marqué des points. Moi, je dirais dans les dates fortes depuis 20 ans, il y a quand même 2017, l'année internationale du tourisme durable pour le développement. Alors, on n'a d'ailleurs pas parlé que de climat parce qu'il faudrait surtout pas réduire le sujet du tourisme durable au climat. Je pense que c'est une grave erreur. J'avais écrit une tribune dans l'éco-touristique sur la tentation du local au moment du premier confinement où moi, je trouve, j'étais un peu bousculé psychologiquement parce que alors que je milite pour l'idée d'un voyage citoyen, je pense que c'est sain de voyager, y compris à l'autre bout du monde. Je pense que ça a beaucoup de vertus. J'entendais chanter une petite musique qui nous disait qu'on pourrait enfin faire du tourisme durable parce qu'on n'aurait pas le choix de voyager à côté de chez soi. Et moi, je trouve que c'est un raccourci dangereux parce qu'on peut faire du tourisme responsable en partant loin. Et puis, je pense qu'on peut faire du tourisme irresponsable en partant à côté de chez soi. Donc, bon, voilà. Je veux surtout pas nier l'urgence climatique et l'urgence d'agir. Mais de là à s'interdire de voyager à l'autre bout du monde, je pense que c'est quand même embêtant. Donc, il faut trouver un point d'équilibre. Voilà, voyager moins, voyager mieux, moins loin, plus longtemps, ce qui n'empêche pas d'aller peut-être de manière exceptionnelle, en effet, et en tout cas avec des professionnels qui font la démonstration qu'ils ont un impact optimum.
voilà, je pense que ça ne doit pas empêcher de voyager à l'autre bout du monde. Oui, c'est faire des choix avec qui on veut voyager, de quelle manière on veut voyager, et puis de quelle manière aussi on s'engage, hein, je veux dire, dans cette transformation. Et donc, dans 15 jours maintenant, à peu près, hein, il y aura les universités du tourisme durable. Alors, comment ça s'annonce? Bah, ça s'annonce très bien. Je sors tout juste d'un comité de pilotage. Et on n'a jamais eu autant d'inscrits qu'15 jours à l'avance comme ça. Donc, c'est plusieurs centaines de personnes attendues au Havre, hein, donc le 28 et 29 septembre. C'est la 6e édition. On a lancé ça à Paris en 2015. Il y a eu ensuite Vannes en Bretagne en 2016. On a décentralisé aussi nos actions pour aller au plus proche du terrain. C'est aussi une des marques de fabrique d'ATD. C'est pas un réseau de Parisiens, c'est un réseau français, national, avec beaucoup d'événements dans toute la France, et notamment le point d'or qui sont ces universités du tourisme durable. On a été en Auvergne, on a été en Charente-Maritime. L'année dernière, on était à Troyes, dans l'Aube, en Champagne. C'était une très très belle édition. Avec des très grands témoins, des gens pas forcément issus du tourisme d'ailleurs. François Gémen, un expert du GIEC, on y revient, sur le climat, qui nous a invités à penser l'utilité sociale des voyages. Et puis cette année, en tête d'affiche, on aura Lamia Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France, qui viendra nous chatouiller sur justement des modes d'action un peu radicales. Sea Shepherd, je vous invite à aller voir. Ils empêchent les bateaux baleiniers, entre autres, de continuer de pêcher les baleines, y compris à l'autre bout du monde, dans l'Antarctique. Il y a les Others, pour ceux qui connaissent, qui est aussi un autre podcast qui s'appelle Les Baladeurs. Elle a fait une interview d'elle assez extraordinaire où elle raconte avec beaucoup d'émotion son expérience à la chasse des baleiniers. Donc voilà, elle viendra introduire nos travaux, puis ensuite on aura une table ronde avec des professionnels du tourisme qui viendront nous expliquer comment ils essayent de s'adapter. C'est le fil rouge de ces universités. Et puis ensuite, l'après-midi, on a 8 ateliers de travail sur différentes thématiques, sans concession. Moi, j'animerai celui sur les espaces naturels sensibles. Trop de tourisme tue-t-il le tourisme? Il y aura un atelier sur la croisière, il y aura un atelier sur le tourisme urbain. On est 3 ans avant les Jeux Olympiques aussi, les grands événements sportifs. Enfin, voilà, c'est très éclectique. Tout le monde doit pouvoir trouver chaussures à son pied et puis revenir avec des bonnes pratiques, des solutions adoptées pour que le tourisme soit durable dans toute la France. Donc voilà, ça c'est la première journée, mais cet événement, il est très important aussi dans sa deuxième journée, puisqu'on va sur le terrain, on va aller à Étretat, on va aller dans le Marais Vernier, dans le parc naturel des Boucles de la Seine-Normande. On va aller un peu sur le terrain, voir des initiatives pilotes de tourisme durable en Normandie, qui est donc la région hôte de cet événement. Et donc, on pense que c'est aussi très important c'est bien les conférences, mais aller voir de ses yeux, ressentir, goûter, sentir, toucher, mobiliser ses 5 sens pour voir un petit peu toutes les innovations que propose le tourisme durable. C'est aussi comme ça qu'on fait passer les messages. Ça va être difficile de faire des Voilà. choix, hein. Hein, ça va pas être Après, rien ne vous empêche de revenir en Normandie, évidemment, par la suite, hein, pour voir toutes les initiatives que vous n'aurez pas eu la chance de découvrir. Parce qu'en effet, vous ne pouvez pas cocher toutes les cases. Mais, et puis, de toute façon, ces UTD, elles ont lieu aussi tous les ans. Hein. On a déjà, l'année prochaine, ça sera Montpellier. Ah oui. En Occitanie, dans l'Hérault. Ça sera septembre 2022. Donc chaque année, on donne des rendez-vous comme ça. Mais c'est vrai que cette édition, moi, j'y suis particulièrement attaché parce qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas encore la pandémie. Étant normand, mobilisé en tant qu'ambassadeur de la Normandie, membre bénévole de Normandie Attractivité, j'ai suggéré à Michael Dodds et à ses équipes à la région de candidater à ces universités. Chaque année, on fait un appel à hospitalité pour accueillir ces universités. Et puis, la Normandie a répondu présent, a fait un très beau dossier. Moi, j'ai fait campagne pour eux. Et puis, on était très contents d'être acceptés comme la région hôte. Et c'est vrai que je suis convaincu que la Normandie est une région assez pudique. Hein. On a beaucoup de choses à dire, mais on a du mal parfois à le dire par rapport à d'autres régions qui sont clairement plus en avance que la Normandie en matière de tourisme durable. En tout cas, en matière de communication, parce que je peux vous dire que j'en découvre tous les jours des petites pépites de tourisme durable. Parfois, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ces acteurs normands font du tourisme durable sans le savoir, mais je les bouscule un petit peu pour que ça se sache davantage. Et ces universités, c'est une formidable vitrine pour ça aussi. Alors, tu parles de petites pépites. Tu peux nous donner des exemples?
Oui, bah, au Havre, d'ailleurs, je vous inviterai la veille des UTD. Moi, je lance un projet normand, d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, mais on a une agence de voyage qui s'appelle, d'ailleurs, elle est membre de Respire. En fait, elle est très connue. Toi qui connais Respire, c'est Nathalie Trichard de Le Goût du Voyage, qui est un bar du monde, bar à vin, bar à bière, au rez-de-chaussée, puis à l'étage. C'est une agence de voyage sur mesure. Donc, je trouve ça assez innovant en termes d'approche. Dans les pépites que j'ai testées là il y a quelques jours, c'est la Seine à vélo. Depuis quelques mois maintenant, on peut aller de Paris au Havre, de Paris à Honfleur, même Deauville. Et j'ai rencontré d'ailleurs des Suisses qui venaient de Suisse à vélo et qui allaient jusqu'aux plages du débarquement. Voilà, sur les plages donc la Seine à vélo, je vous encourage, c'est un super itinéraire. C'est le tout dernier itinéraire qui vient de sortir dans le cadre du plan France Vélo Tourisme. Et puis ces Suisses, en fait, leur destination, et c'est pareil, c'est un territoire auquel je suis très attaché, ce sont les plages du débarquement. Alors j'y suis très attaché à double titre parce que moi, il se trouve que ça a été mon premier voyage. J'étais petit Normand de la campagne, j'allais à la mer en voyage scolaire, j'avais 4 ans, j'étais en classe maternelle. Ça a été mon premier voyage sans mes parents, en fait, et j'ai un souvenir mémorable de ce voyage. Et il se trouve que je m'y suis marié 20 ans après, 25 ans après, je me suis marié à Annelle, à côté d'Arromanches, où on voit encore de manière très franche les vestiges du port artificiel, le port Winston. Et là, c'est une destination magnifique. Alors, a priori, tu me diras aucun rapport avec le tourisme durable, sauf qu'on aura d'ailleurs un grand témoin aux universités du tourisme durable qui viendra nous présenter sa stratégie. C'est le Juno Beach Center, le musée canadien qui est à Courseulles, qui a une stratégie assez bluffante de tourisme durable là, depuis quelques mois. Donc Nathalie Worthington viendra nous en parler lors d'un des ateliers des UTD pour nous démontrer que le tourisme de mémoire, ça peut être tout à fait compatible avec le tourisme de paix, le tourisme durable. Et puis, j'y suis aussi attaché parce que une de mes premières expériences professionnelles, ça a été justement d'organiser le 60e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. A priori, aucun rapport avec le tourisme durable, sauf que ce qu'on a fait, finalement, c'était complètement inscrit dans les gènes du tourisme durable. Je m'explique. Cet événement, souvent, c'est un événement avec des chefs d'État, avec des anciens combattants. On a voulu en faire un événement qui soit populaire, qui soit fait avec et pour les Normands, où on valorise les savoir-faire, où on fasse se dialoguer les générations, les jeunes qui n'avaient pas vécu la bataille de Normandie, et puis les anciens qui avaient vécu, y compris les habitants. Il faut quand même savoir que les premières victimes de la bataille de Normandie, ce sont les civils qui ont été bombardés par les Alliés pour que la Normandie soit libérée. Donc il y a eu 20 000 morts en 3 mois, à l'été 44, donc ça a été assez traumatisant. On l'a souvent un peu caché, cette histoire. On a souhaité l'assumer à l'époque, en 2004. Mais je pense que c'est ça le tourisme durable, c'est avec et pour les habitants, et c'est pas que regarder devant, c'est aussi regarder derrière. On parle beaucoup du tourisme d'après la pandémie, on parle beaucoup des générations futures. Moi, j'aime bien aussi revenir sur ce qui fait partie de notre identité, de notre patrimoine, et c'est aussi ça le tourisme durable, c'est se rappeler ça. Et puis, un des grands enjeux de ces grands anniversaires du débarquement de la bataille de Normandie, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde ne s'agglutine pas sur les plages où a commencé le débarquement le 6 juin, mais que dans l'arrière-pays, dans la Manche, dans l'Orne, dans la campagne, on puisse aussi bénéficier des retombées économiques, médiatiques de cet événement de dimension internationale, et faire en sorte que tout le monde ne s'agglutine pas. On parle beaucoup de surtourisme, et à l'époque, nous, c'est vrai qu'on pouvait en être victime. Et on a essayé de retourner la situation en faisant en sorte qu'on organise un programme de commémoration pendant tout l'été 2004, donc 60 ans exactement après la libération progressive de tous les villages normands, et ça a bien fonctionné. On faisait déjà une stratégie, alors c'était pas du démarketing, mais du marketing adapté à l'histoire et aux enjeux de surtourisme. Et il y a aussi une autre pépite, je pense que tu la connais. Alors, elle s'appelle Aline et c'est la directrice de VEF ou VEF, qui sont des voyages éducatifs aussi, que j'ai découvert dernièrement et que j'ai trouvé absolument génial. Ouais, Aline, elle est extraordinaire. Elle vient de rejoindre le réseau ATD il y a quelques mois, et même, pour tout vous dire, elle vient de rejoindre le réseau ATR. J'ai fait un webinaire avec elle jeudi soir. Vous pouvez le retrouver en replay sur le site de VEF, Voyage Éducatif. Donc, c'est une entreprise qui travaille avec tous les petits Français, qui est basée à Caen, enfin à If, à côté de Caen, et qui fait du voyage scolaire, du voyage éducatif, voyage linguistique, et qui essaye de le faire de manière la plus propre possible. Et puis, à un moment donné, quand elle a réfléchi à la stratégie de l'entreprise à plus long terme, elle s'est dit, mais quand même, c'est pas rien que de faire voyager des enfants. Aujourd'hui, on a le devoir de le faire de manière non seulement responsable, et de profiter de ce temps de vacances
pédagogiques pour faire passer des messages, pour aller à la rencontre du tourisme, de l'écologie du 21e siècle. Et donc, elle a tout un programme avec des brochures. Ça fait 3 ans qu'elle travaille sur une brochure dédiée. Alors, l'ensemble de ses voyages sont organisés de manière responsable, mais en plus de ça, elle a une partie dédiée de son offre pour aller voir les pépites de l'écologie en Normandie, en France et en Europe et à l'autre bout du monde. Et c'est vrai que moi, ça a fait écho à un débat sur lequel j'ai travaillé, sur les vertus du tourisme et des voyages. Et on travaillait avec la région Normandie, entre autres, sur les vertus pacifiques. C'est vrai que le tourisme durable, notamment, peut être un passeport pour la paix, mais c'est difficile de le démontrer. C'est un peu enfoncer une porte ouverte. Oui, on développe les échanges interculturels. Oui, on développe l'emploi. Oui, le tourisme, quand il est bien fait, peut être un outil de protection et de valorisation de la nature. De là à dire qu'il apporte la paix, c'est un peu ambitieux. Oui, le tourisme a besoin de paix pour prospérer. Le contraire, on rêve de pouvoir le démontrer, mais c'est un peu compliqué. Et quand on a fait, lors du Forum mondial Normandie pour la paix, il y a quelques années, sur le thème du tourisme, on s'est aperçu que c'était pas si simple, qu'il y avait aussi des formes de tourisme qui étaient, alors sans aller jusqu'à provoquer des guerres, qui provoquaient des déséquilibres et pouvaient créer des conflits. En tout cas, voilà, le raccourci tourisme facteur de paix, il n'était pas si évident à démontrer malgré tout. Et quand on a creusé ce sujet, on s'est dit si vraiment, par contre, il y a une vertu qui est incontournable et qui est facile à démontrer et qu'on devrait d'ailleurs beaucoup plus travailler, ce sont les vertus pédagogiques. Le tourisme, c'est un formidable outil d'éducation à l'environnement. En faisant des voyages, on fait l'expérience sensible de l'autre, de l'environnement, à la fois de ses richesses, de ses fragilités. Et on a très envie au retour de le protéger. On est encore plus ambassadeur de la protection de la planète quand on a été à sa rencontre. Et je pense que voilà, le tourisme, c'est un très très beau média. Et, il est sous-utilisé, il est sous-exploité. Je pense que voilà, ça c'est une très très belle piste pour demain. Inviter l'ensemble des professionnels du voyage à creuser un peu ces vertus pédagogiques de leur offre touristique. Très intéressant ce que tu dis. Dis-moi, quand tu parles de la Normandie, on sent vraiment beaucoup d'amour, même une véritable passion pour la Normandie. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des projets derrière? Exactement. Je vais profiter de ces événements en Normandie là, à la fin du mois pour annoncer un projet sur lequel en fait je travaille depuis des années, mais là je suis incubé par l'Agence des entrepreneurs sociaux de Normandie là, depuis quelques mois pour lancer un projet qui s'appelle Terre de Normandie, qui est un projet de coopérative, enfin société coopérative d'intérêt collectif pour développer non seulement un réseau d'acteurs du tourisme durable en Normandie, mais aussi et surtout un réseau d'acteurs du tourisme durable qui a envie justement d'appuyer sur cette question de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Moi, je reste convaincu que le tourisme aujourd'hui fait aussi la une des médias parce qu'il a provoqué des déséquilibres, comme je le disais tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un très bel outil pour accélérer la transition, la transformation écologique et sociale de notre région, en faisant vivre des expériences insolites à la rencontre du changement à des élus, des enfants, des dirigeants d'entreprise, des salariés, des cadres, enfin peu importe. On n'a pas encore ciblé le public, mais on va créer un réseau d'acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable par le tourisme à l'échelle de la région. À nouveau, moi, je fais ça, animer des réseaux plutôt à l'échelle nationale depuis plusieurs années. J'ai envie de tester ça sur l'échelle régionale, qui est une échelle un peu plus resserrée. Et puis, on va travailler à la qualification de cette offre à travers des formations, à travers des rencontres entre les acteurs de l'éducation à l'environnement qui ne sont pas toujours très impliqués dans le tourisme, et puis des acteurs du tourisme qui ne sont pas toujours très impliqués dans l'éducation à l'environnement. Je pense qu'il y a un beau mariage à susciter. Alors, ça existe de temps en temps, notamment sur les territoires des parcs naturels régionaux. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et puis, une fois qu'on aura qualifié cette offre, on va évidemment ne pas s'interdire à la promouvoir auprès déjà du public normand, quoi, parce que je reste convaincu qu'il y a beaucoup de Normands qui ne connaissent pas du tout toutes ces pépites du tourisme dans leur propre région. Donc, à nouveau, je pense que le voyage lointain, il ne faut pas se l'interdire, mais il doit peut-être devenir une pratique un peu exceptionnelle. Par contre, au quotidien, en tout cas de manière hebdomadaire, mensuelle, où chaque année, on peut aller à la rencontre de son territoire de manière insolite et assez fabuleuse. Donc voilà, et Aline, dont on parlait tout à l'heure, fait partie des premiers artisans de cette coopérative. Il y en a d'autres, je pense à Sophie Bigot, qui est basée à Yvetot, qui a historiquement une agence de voyage, Esprit Voyage, qui fait voyager des Normands en Europe et dans le monde. Et elle a développé, avant la Covid, une marque qui s'appelle Beautiful Normandie, qui est une agence réceptive. Et avec elle, on va aussi proposer justement la Seine à vélo autrement. On s'est aperçu que la Seine à vélo était, comme j'en ai parlé tout à l'heure, un très bel itinéraire,
mais que ils avaient un petit peu vite, en fait, les institutions qui avaient développé cet itinéraire, ils avaient un peu vite fait l'impasse sur le tourisme de découverte économique. C'est-à-dire que on a vite vendu la Normandie bucolique, et c'est vrai que les boucles de la Seine normande, entre Paris et Honfleur, en passant par Giverny, Rouen, oui, on a la Normandie bucolique, mais aussi c'est ponctué de plein d'usines. On va fêter les 2 ans de l'explosion du Lubrizol à Rouen. Voilà, moi je pense qu'il faut plutôt ouvrir les yeux, être lucide sur ce qu'on va voir, pas cacher ça, parce qu'on les voit, hein, toutes ces usines tout au long de la vallée de la Seine. Et je pense que les gens, si on leur dit pas, ils risquent d'être déçus. Et puis surtout, ils restent déçus qu'on n'ait pas fait l'effort de leur expliquer c'est quoi l'histoire de ces usines et comment elles se projettent au XXIe siècle, comment elles font face à l'urgence climatique. Parce qu'on a, en rencontrant les dirigeants, les responsables développement durable de ces établissements, en fait, des visions intéressantes. Ils veulent partager, ils veulent aller à la rencontre des citoyens, et le tourisme, c'est un bel outil pour ça. Dis-moi, tu as une énergie incroyable. Ça vient d'où? Tu la puises où, cette énergie? Je sais pas. J'en parlais parce que on a enregistré ce podcast, et puis il a planté notre podcast du printemps, hein, faut le dire. Et je me rappelle que je parlais beaucoup de mes enfants à l'époque. Je dirais que j'ai 3 enfants, et j'ai l'impression que ça me donne une énergie folle, quoi. J'ai envie de leur confier une terre, une région, une ville. Là, moi, j'habite à Bernay, en plein cœur de la Normandie, qui soit enthousiasmante, quoi. Alors oui, il y a des problèmes, oui, on court un peu à la catastrophe, mais je pense que c'est hyper stimulant, c'est hyper enthousiasmant, mais à condition de se frotter, à condition, voilà, d'imaginer des solutions, parce que si on a peur du lendemain, si on se recroqueville sur nous-mêmes, et malheureusement la Covid, c'est ça qui m'inquiète un peu, hein, beaucoup de gens se sont recroquevillés. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver à dépasser tous ces défis. Tu as toujours eu cette positivité en toi? Axée vers la solution et Oui, comprendre le problème? ouais, mes parents, j'en parlais aussi, je crois, la dernière fois, mes parents étaient médecins. Moi, je me considère un peu comme un médecin du tourisme. Je pense que le tourisme, voilà, il peut parfois être un peu malade, mais en même temps, on a plein de remèdes avec plein de techniques différentes. On a de l'homéopathie, on a des remèdes un peu plus, enfin voilà, on a toute forme de médecine possible pour essayer que le tourisme ait le meilleur, enfin soit dans la meilleure santé possible, sans ravager l'écologie. Après, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi de voyager. Moi, je pense que si je suis ce que je suis devenu, c'est aussi à la rencontre de beaucoup de gens à côté de chez moi, à l'autre bout du monde. J'ai fait des rencontres assez extraordinaires, avec des gens qui parfois vivaient dans des situations pas si reluisantes et qui avaient une pêche. Et moi, ils m'ont donné la pêche, ces gens-là. Dis-moi, il y a peut-être quelqu'un qui écoute là et qui se dit bon, bah, c'est bien, moi j'ai envie de passer à l'action, mais je ne sais pas comment faire. Tu lui conseillerais quoi comme première action? De venir aux universités du tourisme durable? Ouais, évidemment, de venir aux universités. Après, derrière, il y a Topresa, IFTM, là, hein, sur lequel on a un certain nombre de micro-formations, de conférences. Je pense qu'il faut, en effet, il y a beaucoup de formations aujourd'hui, hein. ATD, d'ailleurs, a un catalogue de formations avec différentes types d'offres. Je pense que tout le monde peut trouver chaussure à son pied, que ce soit en formation continue, en formation initiale. Il y a beaucoup d'universités aujourd'hui, d'écoles privées qui se mettent vraiment à faire du tourisme durable vraiment un axe essentiel, en tout cas de l'écologie un axe essentiel. Je pense que c'est important de se former, et puis ensuite d'aller à la rencontre des acteurs, quoi. Donc les universités, je pense que c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à écouter, mais il y a aussi, surtout beaucoup de gens à rencontrer. Et puis, j'en profite quand même pour te glisser un grand remerciement, parce que les podcasts, c'est un très bel outil aussi pour diffuser cette information-là. Moi, j'ai appris beaucoup en écoutant les podcasts. Je crois que là, on en est à plus de 50 là maintenant, depuis un peu plus d'un an. Là, ouais. Et je pense que écouter les podcasts de François, mais aussi ceux de... moi, je me suis permis de répondre aussi aux questions de Louise, qui a un petit podcast, qui n'est pas que voyage d'ailleurs, de Croissante, Delphine, Globe Conscient, Écoute Voyageuse aussi. Enfin voilà, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont au catalogue. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, une des premières actions que je vais faire, hein, je t'en ai déjà parlé, hein, pour la communauté normande, c'est de faire une série de podcasts sur les pépites normandes. Ah ouais. Bah écoute, avec plaisir. Merci beaucoup, Julien. On se voit dans 15 jours, même pas, parce que... Merci beaucoup à toi, et bienvenue en Normandie alors, hein. Ouais, j'attends ce moment-là avec grand plaisir. Moi, je suis impressionné par ces universités, et j'y suis pas encore.
dans le sens où à chaque fois que je rencontre du monde, est-ce que tu vas aux universités? Oui, j'y vais. Moi aussi, etc. Donc, on va être assez nombreux. Hein, donc, préparez-vous. Ouais, mais on a préparé y compris en off et sur les temps sociaux, des très très belles dégustations, rencontres. Enfin voilà, vous allez voir que Le Havre, c'est, je sais pas, l'image que vous avez de cette ville. Moi, je suis pas du Havre, hein, je suis de Caen, hein, donc au départ, mais c'est une ville assez extraordinaire. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Super. Donc, vive la Normandie. Vive la Normandie. Ouais. Hein? Tout à fait. Allez. Au revoir, Julien. Welcome. Et bonne journée. À Salut, bientôt. merci François. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.